L'invité de la rédaction de StudioQualita.com qui est déjà en ligne. Il s'agit ce matin de Mario Sarabia, militant travailliste et supporter d'Emmanuel Macron à la présidentielle en France. Marco Sarabia, vous êtes en ligne avec nous ? Bonjour à tout le monde. Bonjour Marco. Alors je rappelle donc que vous êtes militant travailliste en Israël, mais ce matin vous êtes avec nous à 2 jours du second tour pour parler du candidat que vous avez soutenu, on peut dire depuis de longs mois, peut-être deux années pleines, et qui pourrait devenir dimanche soir le prochain président de la République. Je veux parler bien entendu d'Emmanuel Macron. Alors Marco Sarabia, expliquez-nous d'abord pourquoi d'emblée vous avez soutenu très tôt la candidature d'un homme politique qui était, on va dire, quasiment inconnu du grand public il y a de cela 3 ans. Oui, en fait, comme vous le savez, M. Macron est venu il y a 1 an et demi en tant que ministre de l'Industrie et de l'économie et du cyber. Et en fait, il a visité quelques pépinières d'entreprises et des usines comme la mienne, en fait, au kibbutz Tsuba. Et je suis membre du kibbutz Tsuba depuis déjà presque 30 ans. Et il a visité mon usine, c'est moi qui l'ai reçu, et il est venu vraiment très simplement, un minimum accompagné. Et même il s'est beaucoup intéressé à notre industrie. Et je ne peux pas vraiment parler exactement de ce qu'on fait, mais disons qu'il a vraiment beaucoup aimé le dynamisme d'entreprise israélien. Et en gros, pour lui, nous sommes la nation start-up, et il aurait vraiment voulu qu'en France, il y ait l'esprit d'entreprise qu'il y a en Israël. Il a trouvé, dès le début, enfin, dès qu'on a parlé, on a discuté, il est venu à la salle à manger commune du kibbutz. Et d'abord, sans rapport avec ça, il a beaucoup aimé le système du kibbutz, ce système socialiste gestionnaire du kibbutz. Et il a posé beaucoup de questions, il s'est intéressé aux gens, il s'est intéressé aux choses, et il est allé au Ternion après. Je pense qu'il s'est vraiment entiché d'Israël, on peut dire. Oui, est-ce qu'il vous a fait des déclarations, est-ce qu'il vous a parlé peut-être intimement de ce qu'il pensait de cet État d'Israël, de cette start-up nation ? Oui, moi je pense que dès le début, il a montré son enthousiasme, il s'est pas caché, il y avait toute une ribambelle de journalistes qui l'ont accompagné ici au kibbutz, et bon, il a tout de suite dit que pour lui Israël est un modèle et que il fera tout pour s'en inspirer. Il n'avait pas à l'époque de programme politique pour Israël. Mais je pense que... Alors justement, c'est ça, c'est la question. A priori, c'est un ami profond. Voilà, c'est la question que l'on se pose presque traditionnellement lorsque un nouveau président est élu ou va être élu. Quelle est sa position par rapport à l'État d'Israël ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un ami de l'État d'Israël ? Parce que contrairement à Nicolas Sarkozy, qui, bien avant d'être président, s'était affiché aux côtés de l'État d'Israël, avait pris des positions très clairement en faveur de l'État d'Israël et qui était considéré comme un ami sincère, peut-être même François Hollande, mais dans une moindre mesure, bien entendu. Est-ce que l'on peut déjà avoir une idée de ce que Emmanuel Macron pense d'Israël et d'un projet qu'il pourrait développer avec l'État d'Israël s'il était élu ? Justement, contrairement à beaucoup d'autres hommes politiques, il n'a pas vraiment de programme qu'il voudrait imposer à qui que ce soit, et surtout dans le conflit israélo-palestinien. Il a tout de suite dit que pour lui, et sans une solution négociée et reçue, acceptée par les deux parties, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir d'en haut et leur dire vous allez faire ça, vous allez faire ça. Et même ça il vous l'avait dit déjà à l'époque. Oui, mais c'était en filigrane, c'est-à-dire c'est à bâton rompu, ça n'était pas un programme politique, c'est-à-dire c'était son impression. Et j'ai vu que ça, pendant toute cette campagne, c'était à peu près cette ligne qu'il a suivie, c'est-à-dire une solution non imposée et acceptée par les deux bords. Enfin, je pense qu'il a dit ça. Bon,
Maintenant, c'est vrai que beaucoup de nos compatriotes en font le seul critère de vote. Moi, je dis que c'est vrai, avec tout le respect que je nous dois, nous ne sommes pas le centre du monde, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai que nous soulevons beaucoup de passion. Nous, bien entendu, mais comme nous discutons ici de Jérusalem, oui. En Israël, peut-être c'est une préoccupation qui marque bien entendu bien sûr. Plus évidemment. C'est-à-dire que je respecte ça, mais dans un bon président français n'est pas forcément un spécialiste du Proche-Orient. Et il n'a pas besoin de spécialiste du Proche-Orient parce que ça n'est pas sa principale occupation. Il y a avant tout les Français. On le comprend. Hein. Alors justement, peut-être, puisque je suppose que vous avez suivi tout ou partie du débat d'avant-hier soir, du débat télévisé avec Marine Le Pen. On a vu Emmanuel Macron relativement calme, posé, répondre à Marine Le Pen et aux attaques de Marine Le Pen, des attaques, on peut dire, très véhémentes. Mais on l'a senti en général assez à l'aise dans tous les dossiers d'ordre économique, social. Par contre, on l'a senti un peu dépassé sur un point qui, on peut dire, nous intéresse ici en Israël, c'est la sécurité. Lorsque Marine Le Pen lui a dit que toute personne soupçonnée d'activités subversives, d'islamistes radicales, serait expulsée de France, on l'a vu un peu hésitant comme ça, ne pas savoir répondre, ne pas avoir, par exemple, dire qu'il fallait peut-être dans la lutte contre le terrorisme, savoir prendre l'initiative, prévenir plutôt que guérir, comme l'a dit effectivement Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez de sa position-là ? Alors, d'abord, et je pense pas que expulser tout le fichier S, ça va résoudre le problème du terrorisme, parce que, qu'est-ce qui va empêcher les jeunes d'aller écouter les imams dans les mosquées, disons que il faut aller à la base, c'est-à-dire que le problème du terrorisme français, parce que il faut pas oublier que beaucoup de terroristes français ont grandi dans l'école de la République, comme il l'a dit, donc il faut s'occuper d'abord de l'éducation, il faut savoir exactement où est-ce qu'on a échoué du point de vue scolaire, du point de vue social, parce que s'il y a en France des ghettos qui sont un petit peu des abandonnés de la République, et on peut essayer de voir si on peut y remédier. Alors, c'est vrai qu'il ne regarde pas avec nos yeux, nous regardons avec les yeux du sécuritaire, vous voyez, de l'armée. En France, c'est un pays civil, c'est-à-dire les gens ne sont pas des spécialistes de l'armée. Alors, ce que je pense, c'est... Mais tout de même, la problématique terroriste s'est développée au cours des 3 dernières années, bien entendu. Oui, vous avez raison, mais je vais vous dire, il a donné sa conception. D'abord, il veut renforcer le renseignement. Et c'est vrai que nous, en Israël, on sait très bien que le renseignement, c'est la clé. C'est-à-dire qu'il faut aller en amont. Il faut un renseignement très très fort, et il l'a dit clairement. Et ensuite, une coopération internationale. Je trouve que c'est un programme un peu plus sérieux que le programme de juste, on renvoie tout le monde, et puis on a résolu le problème du terrorisme. Le terrorisme a une influence internationale sur les ressortissants français, sur les jeunes un peu faibles. Alors, les jeunes qui sont oisifs, par exemple, ils ont tendance peut-être à aller se faire embrigader parce qu'ils n'ont rien à faire. Alors certains leur apportent des réponses fausses et à leurs vrais problèmes. Alors et surtout sur des bases religieuses. Et alors lui, il propose d'encourager le travail. C'est-à-dire que tout est lié. C'est-à-dire qu'il y a un vrai projet de société chez lui. C'est-à-dire que ce n'est pas juste sur tout petit point. Il faut regarder en gros le problème des terroristes français, en tout cas ceux qui sont allés en Syrie, ceux qui se sont fait embrigader par Daesh. Ceux-là, et peut-être qu'on aurait pu les prendre en amont bien avant, c'est-à-dire de les prendre d'abord déjà, peut-être des travailleurs sociaux ont dû déjà signaler quelque chose sur ces gens-là, et bien avant que ça relève de la police ou de la juridiction. Et vous comprenez, moi je pense que c'est quand même un projet assez profond, et une réforme profonde de la société qu'il veut faire. Alors, il est en France et dans les pays européens, aux États-Unis,
le chef des armées n'est pas obligé, vient du monde civil, hein, vous le savez. C'est-à-dire que ce sont pas des officiers qui dirigent l'Europe, et pourtant ils sont à la tête d'armées très très puissantes. Hein. Alors, il y a un ministre de la Défense. Le ministre actuel de la Défense a pris le parti de M. Macron. Alors il veut s'entourer de spécialistes, c'est-à-dire qu'il ne prétend pas lui-même être un spécialiste de la défense. Alors nous sommes vraiment à 2 jours de ce second tour des présidentielles. Nous sommes en Israël, comme je le rappelais, et on peut dire que vous êtes vous-même impliqué très massivement en faveur d'Emmanuel Macron. On m'a même dit que dans votre kibbutz, Souba, à l'entrée du kibbutz, il y avait une affiche ou un panneau montrant, appelant, on va dire, les Israéliens francophones à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Je suppose aussi que dans le cadre de cette campagne, vous avez entendu des différents sons de cloche ici en Israël, y compris des gens qui seraient tentés de voter en faveur de Marine Le Pen, peut-être pour diverses raisons, comme par exemple le fait que l'arrivée de Marine Le Pen pourrait accélérer l'aliyah de certains juifs de France en Israël. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument de certains que vous avez peut-être entendu ? Moi, je suis très triste d'attendre, de savoir que des gens attendent qu'il y ait une menace fasciste en France pour pouvoir faire leur aliyah. Qu'est-ce qui les empêche de faire leur aliyah maintenant? C'est-à-dire que est-ce qu'on doit faire son aliyah par peur, par fuite, ou alors par idéologie, par amour d'Israël? Et c'est-à-dire, nous, on est venus, en tout cas, et moi, je suis de la génération qui est venue il y a près de 30 ans en Israël, et on est venu par idéologie pure, par amour profond d'Israël, et ça n'avait rien à voir avec le régime. Au contraire, le régime était très favorable aux Juifs, le régime de Mitterrand, et il y avait beaucoup de Juifs autour de Mitterrand. Beaucoup de Juifs, c'est-à-dire que même à l'époque où j'étais moi en France, les Juifs étaient plutôt à gauche, hein, ce qui n'est pas le cas maintenant, mais disons que on est venu vraiment par choix profond. Alors, s'il y a des Français qui m'entendent, mais si vous avez envie de venir, venez sans rapport avec Macron, sans rapport avec Le Pen, c'est pas elle qui doit travailler pour l'agence juive. Alors, une dernière question, Marco Sarabia. En 2 mots, pourquoi voter pour Emmanuel Macron dimanche, selon vous? Est-ce que c'est surtout pour faire front et empêcher Marine Le Pen, ou alors parce que Emmanuel Macron est lui-même un homme politique d'envergure qui peut conduire la France vers d'autres sommets, on peut dire, au cours des prochaines années? Oui, moi je viens de ce côté-là. J'ai trouvé M. Macron très attachant, brillant et à l'écoute. Et il a fondé son programme en écoutant, en consultant, et je trouve que c'est une démarche révolutionnaire. Il faut lui donner une chance, et il apporte un nouveau style, une nouvelle image, et puis la France est un peu sclérosée, un peu ronronnante, et lui c'est l'homme du high-tech, c'est l'homme de l'avenir, en fait. Voilà ce que je pense. Hein. L'homme d'un retour je me suis très attaché à lui. Je trouve que vraiment c'est un homme extraordinaire. Moi qui lui ai parlé de près, je vous conseille de voter pour lui. Il y a de l'avenir. Merci Marco Sarabia. Je rappelle que vous êtes en Israël militant travailliste, mais que vous êtes donc effectivement l'un des soutiens fermes et solides d'Emmanuel Macron pour ce second tour de l'élection présidentielle de dimanche. Je vous remercie. Shabbat Shalom. Nous allons marquer une pause musicale maintenant, et dans quelques secondes, nous allons retrouver Eliana Gurfinkel pour sa chronique quotidienne, Un jour, notre histoire. Bonne journée.